Elle veut déjà lancer. Ouais. Tu peux m'apporter un peu mon sac, toi. Ça, que j'ai pas de papier, mais je suis déjà qu'on n'a pas de sac. Apporte un peu mon sac. Tiens, non, non. Are you searching for an empirical, balanced, and reliable news outfit with a template of the finest sports and entertainment? Is investigative and objective reporting a quest on your daily news request? Action! Are you interested in the latest on the track and fields, blockbusters, and the most up-to-date series from across Africa and the rest of the world? Dash Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Fin de citation. C'est une citation en souvenir de Nelson Mandela qui affirme bien ici qu'une bonne vision doit s'accompagner de bonnes actions pour pouvoir changer le monde. Il faut donc s'assurer d'avoir déjà les bonnes visions et par la suite de poser les bonnes actions. Ceci doit donc être la caractéristique première des gouvernants. Des décisions sont prises au quotidien, mais seulement quel impact ont-elles sur le peuple ou sur les gouvernés? C'est la question que nous nous posons au cours de cette autre édition de votre programme hebdomadaire Le Grand 7. Nous ferons deux stops. Le premier au Cameroun, où cette semaine a été marquée par de multiples communiqués produits par certains départements ministériels et nous analyserons la pertinence des décisions prises. Nous irons ensuite marquer notre deuxième arrêt au Mali où la Cour de justice de Bamako a convoqué le ministre français des Affaires étrangères. Tous ces sujets sont évoqués au cours de cette édition de votre émission hebdomadaire Le Grand 7 sur Dash TV News. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans le cadre de cette autre édition de votre programme Le Grand 7 sur Dash TV News. Et comme tous les après-midi, nous sommes en compagnie d'un invité de marque ce matin, Célestin Djamène. Il est homme politique au Cameroun et il est par ailleurs président national du parti politique à part. Il nous fait le plaisir d'être sur le plateau du Grand 7 cet après-midi. Bienvenue, monsieur Djamène. Bonjour Madame Dongo et bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. Et je voudrais d'entrée dire que je fais mienne cette citation de Nelson Mandela. Effectivement, c'est bien beau d'avoir une vision. Encore faut-il que cette vision s'accompagne de la pratique et d'action. Je crois qu'il a parfaitement raison. Ajouter à cela, je pense que nous, les hommes politiques, quand on agit, il faut penser à ceux qui nous regardent. Parce que très souvent, la résignation ou la démission de certains de nos jeunes par rapport à la chose publique est aussi due à un discours et un comportement qui laisse parfois à désirer. Donc il est important aussi que le discours qui est distillé soit en consonance avec ce que nous faisons réellement dans la pratique. Donc c'est une situation extrêmement importante ce dimanche et qui, j'espère, va édifier plus d'un ceux qui font déjà la politique, qui nous regardent, parce que c'est très important. Mandela sait de quoi il parle, il a passé 28 ans dans les geôles sud-africaines et je crois qu'il a compris le sens de l'essentiel, si j'ose dire. Merci en tout cas pour le plaisir que vous nous faites d'être là cet après-midi et comme il est de coutume dans votre émission Le Grand 7, nous allons rapidement aller faire un tour sur le continent africain. Vous le savez bien, le monde évolue et l'actualité avec aussi. Nous allons donc aller faire un tour pour voir ce qui s'est passé sur le continent africain cette semaine qui s'achève. Et c'est avec Audrey Melingui que nous y allons. Bonjour Audrey. Bonjour Marivonne et bienvenue à ce round-up de la semaine. Ce mardi 10 mai, le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et 9 autres accusés à payer plus de 800 millions de francs CFA de dommages et intérêts aux ayants droit de l'ancien chef de l'État Thomas Sankara et de ses compagnons assassinés en 1987. Blaise Compaoré fait face à la justice pour crime de sang commis pendant ses 11 années de règne.
Plusieurs tueries et exactions ont été enregistrées à travers le pays lors des manifestations politiques et sociales selon certaines organisations. Le Front national pour la défense de la Constitution aurait élaboré une liste dans laquelle figurent des responsables en service sous sa présidence. En Guinée, les membres du Conseil national de transition se sont réunis en séance plénière ce 11 mai 2022. Le CNT, organe législatif de la transition, a fixé la durée de celle-ci à 36 mois, soit 3 ans, contre les 39 mois initialement proposés par le gouvernement. Au cours des débats, seules 3 voix se sont élevées contre cette résolution, notamment celle des conseillers et les 3 partis qui ont dominé la dernière décennie politique de la Guinée, ceux de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et du RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé, qui ont quitté la salle avant le vote. La COP15 de la Convention des États-Unis sur la lutte contre la désertification s'est ouverte à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en présence de 9 chefs d'État africains. Elle avait pour but de trouver des solutions définitives à la dégradation des terres, principale source de vie des populations locales. Un sommet qui s'est tenu sur le thème « Terre, la vie, héritage de la rareté à la prospérité ». L'actualité au Cameroun a tout aussi été riche cette semaine, surtout en éducation. Le gouvernement camerounais qui accorde des mesures d'assouplissement aux élèves qui tombent enceintes pendant leurs études. Celles-ci ont désormais la possibilité de poursuivre les cours jusqu'à la 26e semaine de grossesse. Cela a été annoncé dans une circulaire signée par la ministre de l'Enseignement secondaire, Pauline Nalova-Lyonga. Ce mardi 10 mai, un jeune élève a perdu la vie à Bafoussam. Goda François Xavier ne pourra plus achever son année scolaire. Il a été violemment poignardé par des individus non identifiés. François Xavier est passé de vie à trépas alors qu'il était en route pour une formation sanitaire au quartier Bamendi. Les motifs réels de son agression restent encore inconnus. Et on parle de ces tensions observées dans le milieu éducatif. Dans une correspondance datant du 6 mai dernier, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a instruit les gouverneurs de procéder à l'identification systématique et à l'interpellation des enseignants signataires des tracts véhiculés par les mouvements On a trop supporté et On a trop attendu. La campagne nationale de vaccination de riposte contre la poliomyélite se tient du 13 au 16 mai 2022 pour la première phase. La région du littoral se fixe un objectif de vaccination de 80% des enfants de 0 à 59 mois. Un objectif qui, selon les responsables du programme élargi de vaccination, passe par une communication adéquate, notamment la communication de proximité auprès des populations. C'est tout pour ce round-up de la semaine. À dimanche prochain pour une nouvelle revue de l'actualité. Bonne émission. Merci Audrey Melingui pour ce round-up de l'actualité africaine. Et nous sommes en compagnie de Célestin Djamène, qui est un politique camerounais et qui est par ailleurs président national du mouvement à part. Avec lui, nous allons décrypter l'actualité. Je rappelle que la thématique retenue pour cette édition est bien les décisions gouvernementales. Quelle stratégie? Et nous allons marquer 2 arrêts. Un arrêt au Cameroun et l'autre arrêt au Mali. Sans plus tarder, nous allons faire notre premier stop qui est bien au Cameroun avec ce communiqué de la ministre des Enseignements secondaires qui a donc récemment signé une circulaire, c'était cette semaine qui s'achève, qui précise les modalités de prise en charge des cas de grossesse constatés au sein des établissements scolaires. Je vous invite, avant de revenir sur le plateau, à regarder la quintessence de ce communiqué compilé dans ce reportage que nous propose Larissa Libom. La sortie du ministre intervient à un moment où le Cameroun est face à une recrudescence de renvoi d'élèves qui, à mi-chemin de leur cursus scolaire, tombent dans le piège d'une grossesse précoce. Comme cité dans la circulaire du 22 avril, la ministre de l'Enseignement secondaire, Pauline Nalova-Lyonga, interdit aux autorités scolaires tout renvoi ou sanction qui pourrait freiner l'éducation ou la scolarisation de l'élève. Un acte qu'elle qualifie de discriminatoire.
Il faut dire que depuis la publication de cette circulaire, les élèves, le corps administratif et les parents d'élèves ne manquent pas de débattre sur le sujet. Pour beaucoup, Merci Larissa Libom qui revenait donc, Célestin Jamène, sur cette circulaire signée cette semaine par la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga, qui revient donc sur le traitement accordé aux élèves enceintes dans les établissements scolaires. Désormais, elles pourront continuer les cours parce que le constat a été fait. Elles étaient exclues dès que leur grossesse était constatée. Maintenant, avec cette circulaire de Madame la ministre, elles peuvent continuer les cours jusqu'à la 26e semaine de grossesse. C'est une décision qui a fait beaucoup de bruit au sein de l'opinion camerounaise. Quelle est votre vision par rapport à ces décisions? Disons que je suis un peu partagé entre la mesure précédente, c'est-à-dire qui préconisait l'exclusion des élèves, comment dirais-je, de l'établissement dès lors qu'elles étaient enceintes, et la mesure actuelle qui a été sortie par la ministre. Je crois que l'ancienne mesure avait quand même un sens, je dirais, éthique et pédagogique, dans le sens qu'il ne fallait pas moralement et psychologiquement contaminer les autres camarades. On a tous flirté au lycée, ça c'est vrai. Mais quand on voit la grossesse d'une fille qui rentre dans la classe, ça traverse la simple idée du cadre scolaire. Parce que les enfants se disent, bon, écoutez, nous sommes quand même, c'est vrai, dans la banalisation des rapports sexuels, parce que la grossesse, ça veut dire qu'à l'âge qu'elles sont là, elles ne sont pas préoccupées essentiellement par l'école, ou qu'elles n'ont pas respecté les mesures de protection pendant les rapports sexuels. Donc ça peut normaliser ce genre de relations dans les écoles. Et ce n'est pas bien parce que l'essentiel quand on va à l'école, c'est pour se concentrer, du moins à cet âge-là, sur ses études. Donc la jeune fille qui voit sa camarade entrer, elle va dire, bon écoutez, comme c'est rentré dans les normes, je ne vois pas le reproche que je peux subir moi aussi. Donc, je vais aussi aller faire pareil. Pareil, et puis toute l'école sera bourrée de filles enceintes, et puis ce n'est pas bon pour l'image de l'école, qui doit quand même axer son action sur la connaissance et sur la concentration. Donc, en fait, l'ancienne mesure me semblait vraiment avoir un sens très moral et très éthique, et poussait les jeunes gens et les jeunes filles à plus de concentration sur l'essentiel. Aujourd'hui, Madame la ministre croit bien faire, mais je crois qu'il y aura un effet boomerang, vous comprenez? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il faudrait aussi éviter que cela s'étende dans les rapports professeurs-élèves, parce que, bon, aujourd'hui, ils vont se dire, puisque la société l'admet, on n'exclut plus les gens parce qu'elles sont enceintes, donc on comprend donc que c'est normal dans l'école, quoi. Donc voilà, et certains professeurs, avec une plus ou moins bonne éthique, vont en profiter pour enceinte les filles, d'autant plus que les auteurs ne seront même pas poursuivis. Donc je crois que c'est une mesure qui peut avoir un effet boomerang. Il fallait rester sur l'ancienne mesure. Ça ne veut pas dire que les élèves ne peuvent pas avoir de l'affection les uns pour les autres dans l'école. Mais quand même, la grossesse, c'est vrai qu'on peut penser au fait que la jeune fille n'est pas doublement pénalisée. On peut le penser aussi, dans le sens que, voilà, si elle est exclue, c'est son cycle scolaire qui s'arrête, avec toute la contingence des mauvaises idées qui passent dans sa tête et tout. Mais là, ça me paraît quand même assez dangereux. D'autant plus que quand je lis l'article 3, il est dit que, par rapport au congé maternité, que les auteurs de grossesse bénéficieront de la même mesure. Alors les hommes, congé paternité à l'âge là, 17 ans, 18 ans, je ne sais pas, congé paternité, ce que ça veut trop dire. Parce qu'en général, les enfants sont chez leurs parents. Donc pour le garçon, il peut continuer l'étude normalement, je veux dire. Et puis, mais dans la circulaire, on dit bien qu'il faudra aussi libérer le jeune garçon. Si jamais il est élève dans le même établissement, il faudra les libérer au 26e mois de grossesse. Je ne vois pas le sens pour le garçon, quoi. Je veux dire que... Bon, la fille, on comprend, parce qu'il y a des douleurs inhérentes à la grossesse, hein, on peut le comprendre, congé maternité à partir du 26e mois. Mais pour le garçon, je ne vois pas trop l'intérêt, quoi, parce qu'il peut bien s'il lui rendre visite à sa petite copine, il peut le faire après les cours. Il n'a pas cette pesanteur physiologique que peut avoir la jeune fille porteuse d'un enfant. Donc, je ne vois pas ce que veut dire l'article 3, que les auteurs de grossesse vont bénéficier de la même mesure. Je ne sais pas trop, sauf s'il y a derrière une indemnité. Peut-être pour le garçon, j'en sais rien. Mais je ne comprends pas l'article 3. Parce que vous êtes auteur de grossesse, vous êtes un garçon, vous avez 17-18 ans, congé de paternité, franchement, je ne vois pas où ça mène, quoi. Je ne comprends rien du tout là-dedans. Il doit continuer l'école normalement, même si sa copine enceinte est en congé. Je ne vois pas en quoi, lui, il resterait planqué chez lui non plus. La jeune fille est parce qu'il y a des raisons physiologiques pour qu'elle reste en congé maternité, ça c'est normal. Mais le garçon, je ne vois pas en quoi ça se justifierait.
Donc je crois que cette note n'a pas été bien pensée. Et surtout, je reviens à l'essence de mon propos pour dire qu'il faut les suspendre. Peut-être pas les exclure du lycée ou du collège, mais les suspendre. Parce que ça ne fait pas bonne image. Une fillette de 15 ans, de 16 ans, qui a un gros ventre, qui vient à l'école. Parce qu'il y a aussi les effets inhérents, la nausée, les problèmes d'allergie quand on est enceinte. Il y a de petits malaises à gérer. Oui, parce qu'elle ne peut pas se concentrer. Et puis les railleries des camarades, c'est pas bon. C'est pas bon. Je crois que l'ancienne mesure était tout à fait adaptée au contexte. Aujourd'hui, la ministre, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivé réellement, mais ce n'est pas une bonne mesure parce qu'il y aura des effets collatéraux extrêmement dramatiques pour la jeune fille déjà, qui ne peut pas rester concentrée par rapport au cours. Première chose. Deuxième chose, les adolescents, on les connaît, c'est des moqueurs. Et c'est vite parti, hein, vous savez. Et ça joue sur la psychologie de la jeune fille, les moqueries aussi. Il ne faut pas croire qu'elles sont blindées mentalement et tout et tout. Non, ça va jouer sur leur psychologie. Donc c'est mieux de les épargner, de les suspendre, pas les exclure, les suspendre pour un temps. Quand elle aura accouché, eh bien, effectivement, l'article 1, je suis d'accord, qu'elle revienne. Mais pas qu'on va les laisser continuer. Non, non, c'est pas bien du tout. J'interpelle quand même ici le contexte dans lequel survient cette circulaire de Madame la ministre. On est dans un contexte où il y a des violences scolaires. On a des élèves qui poignardent leurs camarades à cause de telle ou telle autre raison. On a des élèves qui consomment des stupéfiants et on a cette circulaire. Est-ce que Madame la ministre n'encouragerait pas par cette circulaire la dépravation des mœurs qu'on décrit déjà dans nos établissements scolaires? Oui, il faut déjà marquer une différence parce que moi, je fais la part des choses entre les délits extrêmement graves comme le poignardage, si j'ose dire, les agressions physiques vis-à-vis des autres camarades et la grossesse, la situation qui doit régir la grossesse d'un enfant à l'école. Parce que en ce qui concerne les enfants qui poignardent d'autres enfants dans les écoles, ça relève quand même en priorité de la responsabilité du lycée. Parce que comment se fait-il qu'on puisse rentrer avec des poignards dans l'école? Je ne comprends pas. Depuis le temps où, je crois que c'était à Yaoundé ou à Baranté, un enfant a poignardé son professeur de mathématiques, on devait quand même être interpellé. Et de se dire, on met en place un service de sécurité où tous les sacs et tous les vêtements seront filtrés à l'entrée, au moins dans les lycées d'État. Parce qu'on le voit très peu dans les collèges confessionnels. C'est même quasiment inexistant. C'est le phénomène de lycée public, de lycée. Donc, le gouvernement aurait pu prendre le taureau par les gants et mettre en place de manière automatique les services de vigilance et de sécurité dans nos lycées, de faire en sorte que toute personne qui arrive et passe par un SAS, il sera contrôlé, le sac faudra fouiller, parce qu'ils mettent bien le poignard quelque part, hein, de toute façon. Il faut bien que de manière systématique, comme pendant la période de vagues terroristes en Europe ou ailleurs, on fouille tous les sacs et toutes les chaussures. Voilà, il n'y a pas de poignardage possible. Donc, c'est la première responsabilité incombe aux autorités du lycée et en amont à leur tutelle. Ce n'est pas normal. Et en plus, deuxièmement, il y a un phénomène de mode. Plus les médias relaient ces histoires-là, plus les élèves à cet âge-là, ils sont un peu fous. Ben, ils croient que c'est tout à fait normal. On veut être star, on veut passer à la télé, sur Internet. Il faut stopper avec ça, avec ces images-là. Il faut stopper avec ça. Il ne faut plus relayer ce genre de situation. Il ne faut plus relayer. On peut traiter ça à la base. Il ne faut plus relayer. Parce qu'à 14, 15, 16 ans, on est un peu fou. On ne mesure pas la portée d'un acte comme celui-là, malheureusement. Mais le fait qu'ils prennent ça comme un phénomène de mode. Vous comprenez? On m'a vu à la télé. Même si j'ai tué, la mort, c'est quoi? C'est rien pour eux. C'est rien pour eux. Et vous voyez l'enchaînement, en fait. Il n'y a pas de hasard, c'est un enchaînement. Donc je pense que j'interpelle les médias à plus de responsabilité. Non pas que je les stigmatise, peut-être qu'ils font ça par métier, je veux, mais il faut voir les conséquences sociales. C'est une façon de sensibiliser aussi. Et même non, on peut le faire parce qu'on sait que ce n'est pas la première fois, malheureusement. Et on sait qu'à chaque fois que ça arrive, il y a un phénomène de mode qui s'enchaîne. Il y a un enchaînement hérétique. Donc, c'est un effet médiatique que les gens profitent pour faire, comprenez? Donc, il faut que les ministères des tutelles, notamment celle de l'enseignement secondaire, sévissent. Comme je l'ai dit, au niveau de la sécurité dans les lycées, c'est possible, il n'y a pas autant que ça de lycées au Cameroun. Les lycées confessionnels ne sont pas du tout touchés, donc ça veut bien dire qu'il y a une éthique et un contrôle dans ces collèges et lycées-là. Maintenant, pour les lycées publics, ils sont totalement responsables de ce qui arrive à nos lycéens.
Donc il faut arrêter ça. Et en osmose avec les médias, je pense qu'on peut arrêter très rapidement ce phénomène. C'est tout à fait possible. Parce que vous me parlez de contexte, oui, mais ça ne peut pas justifier qu'une ministre qui est censée réfléchir à froid, il faut laisser l'émotion de côté. Il s'agit des élèves dans un lycée qui sont poignardés et par ailleurs des filles qui sont enceintes. La grossesse, ce n'est pas une maladie non plus, c'est vrai, mais dans le cas d'une élève qui a quand même envie d'étudier d'abord, elle a le temps d'être enceinte à 19-20 ans si elle veut, comprenez, ce n'est pas si tard que ça. Donc, il faut empêcher par tous les moyens des rapports sexuels, en tout cas qui débouchent sur la grossesse. Parce que moi, je suis contre l'éducation sexuelle, c'est vrai, à l'école, en tant que programme disciplinaire, mais je pense qu'on peut le faire dans des structures parallèles dans les lycées. Par exemple, inviter les jeunes filles, si elles sont volontaires, à suivre des cours d'éducation sexuelle, mais pas dans le cadre de discipline de l'école. On peut faire des cellules au sein de l'école pour leur expliquer que non, si vous faites des rapports sans préservatif ou sans protection, il y a des risques de grossesse. Beaucoup ne le savent pas, beaucoup de filles ne connaissent pas leur corps. Est-ce que ça doit être un choix? Est-ce que ce n'est pas une obligation de parler de cela aux jeunes filles à l'école? Parce que tel que vous en parlez, c'est comme si, ok, si elles veulent, elles peuvent adhérer à ce genre de programme. Bon, c'est vrai que quand on parle de contraintes, si nous sommes dans un état de droit, ça peut paraître un petit peu rebarbatif, vous comprenez. Mais néanmoins, si le phénomène s'avère rampant ou grandissant, il va falloir arriver à la mesure que vous préconisez, parce qu'évidemment, il y va de l'intérêt de l'école et des enfants aussi. Parce que je ne pense pas qu'à 14 ans, à 15 ans, elles veulent être enceintes. Je n'en suis pas convaincu. Donc il va falloir peut-être passer à des mesures coercitives. Leur dire qu'après 16 heures, vous avez la psychologue qui vous attend ou la sexologue qui vous attend dans un établissement parallèle au lycée pour vous donner des cours d'éducation sexuelle, uniquement aux jeunes filles, parce que les garçons, ils s'en fichent un peu, ils sont là, la libido monte et puis ils tombent dessus, quoi. Mais pour les jeunes filles, c'est important qu'elles sachent qu'effectivement, c'est dangereux pour leur école, pour leur éducation. On peut être... Le minimum, c'est 20 ans, 21 ans. On fait un enfant à 21 ans, c'est pas très grave. C'est important des deux côtés, Monsieur Célestin. Mais on ne doit pas privilégier un côté et dire que l'autre n'est pas urgent. Je vais vous inviter à un exercice. Je vais vous inviter à un exercice, à chaque fois d'ailleurs. Et pour ce premier sujet qui concerne cette circulaire de Madame la ministre des Enseignements secondaires, je vais vous inviter à un petit exercice. Si jamais il vous était donné d'être ministre des Enseignements secondaires au Cameroun, concernant cette situation précisément, ben oui. Il n'y a pas de réponse. Concernant cette situation précisément, quelle serait la décision que vous prendriez? Alors, ben écoutez, d'abord, je serai en cohérence avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que je vais, dans un premier temps, demander à ce que, de manière systématique, qu'il y ait des cours d'éducation sexuelle pour les élèves filles. J'insiste filles. Le garçon, on a beau lui dire, mais je pense que son degré de testostérone va peut-être l'obliger à ne plus en tenir compte. Or, le danger n'est pas tellement pour lui. D'autant plus que beaucoup de garçons refusent cette paternité-là. Et on peut les comprendre. À 15 ans, 16 ans, 17 ans, on ne pense pas à devenir père. C'est tout à fait compréhensible. Mais la jeune fille, elle est entre guillemets victime, pas du fait de porter un enfant, c'est très beau un enfant, de porter un enfant, mais du fait que sa scolarité qui est importante risque d'être fortement compromise. C'est quand même 9 mois, c'est quand même les premières années pour élever le petit garçon, la petite fille, parce que confier l'enfant à un nounou, c'est extrêmement dangereux. Il faut que les premières années soient dédiées vraiment à la relation mère-enfant. Donc pour la jeune fille, il y a des conséquences assez graves. Elle ne s'y attend pas. Elle a 15 ans, elle a 16 ans, elle est maman, ça lui tombe comme un couperet sur la tête. Et puis, il y a la suite avec. Il y a les complications, il y a l'image, le regard de la société, etc., etc., de la famille aussi. Comprenez? Et puis, moi, j'ai dit donc qu'il faudrait mettre en place en priorité des cours d'éducation sexuelle parallèles pour les filles, pas dans les cours ordinaires. Hein? On peut très bien s'organiser, dire que voilà, de telle heure à telle heure, les filles sont invitées entre elles à suivre ces cours-là, parce que ça part de là, en fait. Si elles ne se connaissent pas, si elles ne connaissent pas leur corps, elles vont courir avec tous les garçons du lycée, et sans aucune notion de la protection des rapports sexuels, et pouf, l'enfant est venu. Vous voyez, elle ne l'a pas voulu, elle ne savait pas non plus comment faire pour l'éviter.
Ça arrive à 14-15 ans aussi de ne pas avoir toutes ces connaissances, c'est peut-être normal aussi. Donc, première chose, première mesure, effectivement, mettre en place l'éducation sexuelle parallèle. Deuxièmement, si malgré ces cours d'éducation sexuelle, elles n'ont pas compris, on ne les exclut pas, néanmoins, on ne leur permet pas non plus de continuer leur scolarité, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais on peut les suspendre. On peut les suspendre. Éventuellement, je ne sais pas si le e-learning est déjà développé au Cameroun, on peut mettre à leur disposition recruter un professeur pour les cours à distance. Elles sont chez elles, elles ne subiront pas les railleries des camarades, parce qu'il faut quand même un équilibre social, psychologique assez important. Le fait d'être en milieu scolaire, ça a deux conséquences majeures. La première conséquence, c'est d'abord les moqueries des enfants, parce que ça c'est inévitable. La deuxième, c'est la concentration, due à son état personnel. Vous voyez? Donc pour éviter tout cela, on peut mettre en place le e-learning, c'est-à-dire pour les filles qui sont enceintes à partir du 2e, 3e mois, elles s'inscrivent, elles peuvent bénéficier des cours d'un professeur spécialisé à distance pour qu'elles ne rompent pas le cycle de l'étude. Et ainsi, si elles passent le BPC, ben elle le passera, au moins pour ces 2 journées d'examen, de concours. Si elle passe le bac, etc., etc. Donc elle ne perdra pas tout. Le fait de la faire continuer les cours, c'est extrêmement dangereux. Le fait de l'exclure, c'est également dangereux. Il faut donc trouver la solution que je préconise, la solution médiane. 1, des cours parallèles. 2, effectivement, des cours à licence, si c'est possible. D'accord, ce sont donc là les différentes solutions de Célestin Djamène dans la peau, je le rappelle, du ministre des Enseignements secondaires. Je veux vous inviter à prendre une autre casquette tout à l'heure, c'est celle du ministre de l'administration territoriale qui a d'ailleurs délivré également un communiqué cette semaine qui s'achève. Il a donc adressé pour la Tangandji, puisqu'il s'agit de lui, a donc adressé une lettre aux gouverneurs de région pour leur demander de procéder à l'identification systématique et à l'interpellation des enseignants signataires des tracts véhiculés par les mouvements OTS et OTA, respectivement. On a trop supporté et on a trop attendu. Et c'est donc un communiqué libéré par Paul Tangandji. Et je vous invite à suivre la quintessence de ce communiqué compilé dans ce reportage de Laetitia Mebenga. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandji, prescrit une mesure qui intimide. L'identification systématique et l'interpellation des enseignants signataires des tracts véhiculés par les mouvements « On a trop souffert » et « On a trop attendu ». Tangandji note en outre que certains enseignants qui réclament manifestement ces mouvements ont été surpris en pleine réunion avec des responsables de partis politiques et ONG. L'objet des échanges n'avait aucun rapport avec les doléances des enseignants, mais plutôt des projets politiques à caractère insurrectionnel. Ces suspects seraient actuellement en cours d'exploitation selon le MINAT, qui propose aux patrons des régions de maintenir le contact avec les syndicats des enseignants légaux qui, de tout temps, font preuve de compréhension et de patriotisme et qui travailleraient toujours avec les plénipotentiaires du gouvernement en vue de trouver des solutions progressives et durables aux difficultés rencontrées dans le secteur éducatif. À cause de cet état des choses, le ministre exige aux gouverneurs des 10 régions du Cameroun d'avoir la main ferme relativement à l'application des sanctions prévues par les textes en vigueur, conformément à la lettre qui leur a été adressée par le ministre des Enseignements secondaires, Paul Nalova Lyonga Egbe, le 28 avril dernier. De leur côté, les enseignants du collectif OTS et OTA appréhendent la correspondance du MINAT comme une espèce d'intimidation qui n'a pas lieu d'être. Ils estiment qu'il s'agit d'un échappatoire du gouvernement camerounais qui fuit ses responsabilités. Ayant requis l'anonymat, l'un des représentants des 10 collectifs mentionne qu'ils ont encore 3 mois de revenus impayés. Jusqu'à présent, ils continuent d'exiger le paiement de 181 milliards de francs CFA et l'application du statut particulier de l'enseignant. Une autre décision gouvernementale prise au Cameroun cette semaine qui s'achève, c'est donc celle du ministre de l'administration territoriale qui se lance à la suite de ces différents tracts véhiculés par les mouvements OTS et OTA qui appellent à des mouvements insurrectionnels. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandji, a donc écrit aux différents gouverneurs de région de rester attentifs à ces différents tracts-là qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux et même dans les rues et dans les établissements du Cameroun. Célestin Djamène,
Monsieur le ministre de l'administration territoriale qui fait donc cette sortie, qui a été jugée inutile par l'opinion camerounaise. Comment vous la jugez cette sortie? Par l'opinion, je ne sais pas par quelle opinion, il ne faut pas non plus généraliser, par une certaine opinion. Bah, une certaine opinion, oui, je vous l'accorde. Oui, l'opinion par nature est une opinion, qui n'engage que son auteur d'ailleurs. Mais cependant, je crois que quand j'ai bien relu cette note du ministre Tanganji, je pense qu'il s'adresse aux signataires. Signataires, ce n'est pas tous les manifestants. Signataires des tracts, ce qui supposerait que ceux qui ne signent pas des tracts ne sont pas concernés. Et en plus signataires de 2 mouvements. OTS et OTA. Donc c'est vraiment très circonscrit. Donc ceux qui ne sont pas dans ces mouvements-là, qui sont les enseignants qui réclament un meilleur vivre par rapport aux conditions de travail, c'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas inquiétés. Parce qu'il s'agit uniquement, c'est cité nommément, OTS et OTA. Donc il précise ensuite qu'il a aperçu, ce qui reste à démontrer, certains enseignants flirter avec des partis politiques et des ONG. Si c'est avéré, il y a donc lieu de craindre des accointances et des manipulations. Ce qui veut dire que je peux venir à une négociation avec les plénipotentiaires, comme on dit, et avec des revendications qui n'ont peut-être plus rien à voir avec les conditions. Le domaine de l'enseignement. Oui, et là, ça devient effectivement, et là, on peut donner force de vérité au ministre. S'il nous apporte les preuves, effectivement, qu'on a perçu quelques manifestants avec des partis politiques, ça veut dire qu'il peut y avoir des arrière-pensées aussi. Il ne faut pas évacuer d'un revers de main cet aspect-là non plus. Il ne faut pas non plus remettre en cause, stigmatiser tous les manifestants. Parce qu'en vérité, quand les corporations manifestent, c'est pour l'amélioration de leurs conditions de vie. D'abord, il faut rappeler un préalable. Madame Dongo, qui travaille à Dash TV, a le droit d'être payée. Et c'est vrai dans toutes les corporations. Tout travail mérite salaire. Si je ne revendique que mon salaire, je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher. Je ne vois pas ce qu'on peut reprocher Madame Dongo, si elle réclame que son salaire. Que son salaire. Donc nous sommes unanimes sur le fait humain, naturel, qu'un enseignant qui bosse doit avoir percevoir son salaire. Ça, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, il n'est pas non plus à exclure qu'il y ait des infiltrations dans ces mouvements-là, qui portent d'ailleurs préjudice aux vrais manifestants. Et je crois que c'est de cela qu'il s'agit, parce que le ministre, me semble-t-il, et je peux mal interpréter, c'est vrai, mais il me semble qu'il a voulu faire la part des choses entre les signataires des mouvements 2, pas 3, 2, OTS et OTA. Il ajoute, la preuve, on l'attend toujours, que certains de ces manifestants sont en activité avec des partis politiques. Alors, donc, j'attends qu'effectivement la lumière soit faite sur tous ces argumentaires, comprenez. Mais la technique chinoise de négociation, on la connaît. C'est-à-dire qu'on vient avec une équipe A à 10h du matin, à 14h, c'est une autre équipe qui revient, reprendre, avec des thématiques différentes. On vous mène en bourrique. Et là, on sent derrière une manipulation derrière. Attention, il est possible, on l'a vu ailleurs, que des mouvements a priori apolitiques soient infiltrés, manipulés par des personnes derrière. On a vu pour les avocats et les enseignants pour la crise anglophone. La crise anglophone. Ça a débouché sur les dialogues avec le consortium anglophone à Bamenda et à Bouya, et les revendications avaient totalement changé. Avaient totalement changé. Nous ne sommes plus dans les revendications originelles. Et là, on doit donc faire plus attention à la note du ministre, la prendre plus au sérieux. Mais il ne faut pas que les enseignants, qui sont nos enseignants, qui nous ont transmis le savoir, qui soient inquiétés. Parce que le droit de grève, d'abord, est garanti par la Constitution. Si vous manifestez sans aucune arrière-pensée politique, alors là, je crois que le président de la République a réagi. Il a, me semble-t-il, débloqué les 180 milliards sur 10 ans, dont les 6 premiers mois seront payés de manière immédiate. Je crois que ça a été fait. Mais non, est-ce que ça a été implémenté? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, le président de la République a réagi. Donc, pour les enseignants, effectivement, qui ont manifesté de manière sincère, qui ne sont, comme le dit le ministre, ni militants de l'OTS ou de l'OTA, qui n'ont signé aucun tract, eh bien, je crois qu'il faut les prendre
avec beaucoup de respect et beaucoup de considération. Et on parle, là, comme je vous l'ai dit, hein, nous on va vers les populations, on va vers des responsables qui nous disent que le ministre de l'administration territoriale n'est pas dans son rôle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que les manifestations, sauf si je me trompe, ont lieu sur la place publique. Le ministre en charge de l'administration territoriale est quand même responsable du maintien de l'ordre. Je crois qu'il vient en tant que le patron du maintien de l'ordre, comme le patron des gouverneurs, comme le patron des préfets, des sous-préfets. Il est parfaitement dans son rôle. Il n'y a pas encore eu de manifestation publique, si mes souvenirs sont bons. Concernant la grève des enseignants, est-ce qu'il y a eu des manifestations publiques? Je crois qu'il me semble que les manifestants qui sont en grève, comment voulez-vous manifester? Parce qu'en vérité, même si vous faites une grève, il y a des répercussions. On a vu des élèves plus ou moins manipulés marcher dans les rues, sur appel de je ne sais qui. Effectivement, ça crée un amalgame dans l'espace public. Parce qu'on voit très bien que peut-être les enseignants, par crainte, ils ne veulent pas sortir de manière collective, encore que le droit de grève s'incarne dans des marches, dans les manifestations publiques, sur la place publique. Comprenez? Et en tout cas, on a vu les élèves marcher. Certainement que leurs parents ou leurs aînés, enseignants ou pas, leur ont demandé de sortir de marcher. Donc, dans ce contexte-là, parce que vous parliez de contexte tout à l'heure pour les gens qui poignardent les enfants à l'école, et il y a aussi le contexte dont il faut tenir compte et se dire qu'effectivement, le ministre de l'administration territoriale est parfaitement dans son rôle parce qu'il faut maintenir la paix publique et l'ordre public. C'est très important. Vous le mettrez sous la tutelle de quel ministre? Peut-être des enseignements secondaires, mais là encore, quelle est sa compétence? Parce qu'autant on peut garantir le bien-être, la quiétude des élèves dans le lycée, dans les enceintes du lycée, mais en termes de droit de grève, de manifestation, en termes de conditions de vie au travail, je crois qu'il y a des répercussions sur la voie publique, sur la place publique. Et je le dis parce qu'en fin de compte, les élèves vont à l'école pour apprendre, pour acquérir le savoir. On n'a pas à les mettre dans ces pressions-là. Ils n'ont pas à manifester. Ce n'est pas les syndicalistes des élèves, comprenez? Donc on doit, évidemment, ils ont besoin d'enseignants, comprenez? Ce n'est pas à eux de faire pression sur l'État. Je pense qu'il faut respecter le droit de grève pour les enseignants non politisés, parce que c'est un mouvement qui, a priori, pour moi, est apolitique. Il faut écouter leurs doléances, parce qu'ils ont travaillé, ils enseignent. Ce n'est pas normal qu'un père de famille passe 4 ans, voire souvent, comme j'ai lu, 10 ans sans être payé. Il faut les payer. Et je soutiens les syndicalistes apolitiques. Mais je n'exclus pas les infiltrations politiques. Je ne peux pas l'exclure. Vous pensez qu'il y en a beaucoup? Je pense qu'il y en a. Peut-être pas beaucoup, mais une poignée suffit pour contaminer les autres. Je pense qu'il y en a, et donc il faut faire très très attention. C'est la raison pour laquelle il faut prendre très au sérieux la note du ministre. Parce qu'évidemment, il s'agit de la vie des élèves. Parce qu'évidemment, si on va composer avec la moitié des cours du programme scolaire, il est évident que l'échec est garanti. Sauf si les examinateurs tiennent en compte le contexte, c'est-à-dire qu'on va s'arc-bouter uniquement sur la partie du cours qui avait été enseignée aux élèves. Donc sinon, l'année blanche va vraiment se répercuter sur les concours et les examens. C'est la raison pour laquelle il faut interpeller les responsables d'éducation qui vraiment portent des réclamations tout à fait saines et légitimes et évacuer tous les hommes politiques qui s'infiltrent dans les mouvements corporatifs. Je ne vais pas vous inviter à prendre la casquette du ministre de l'administration territoriale. J'ai très bien compris que vous partagiez complètement ce communiqué du ministre de l'administration territoriale. Non, j'ai dit ceci. L'argument développé par le ministre sur, effectivement, comment dirais-je, les risques de manipulation de certains syndicalistes politisés ne sont pas à écarter. Mais il n'a pas apporté de preuves. Il dit qu'il a des preuves, c'est vrai. Bon, maintenant, il reste à être convaincu de cela. Mais moi, personnellement, je dis qu'il faut en tirer le fait que dans les mouvements précédents qu'on a vus ici ou ailleurs, il y a eu des infiltrations dans ces mouvements-là.
On l'a vu. Donc, on ne peut pas l'évacuer d'un revers de main. Ça existe, ça a déjà existé. Et donc, c'est un communiqué qui mérite d'être pris au sérieux. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas rédacteur de ce communiqué. Je ne suis pas non plus un suiviste moutonnier pour dire que j'avale ce communiqué. Non, je dis que les choses qui sont écrites dans ce communiqué méritent toute notre attention. Et si demain il y a des infiltrés, vous diriez quoi? Ah, il fallait quand même tenir compte des propos du ministre, n'est-ce pas? Donc voilà, je pense qu'il faut examiner les cas qu'il a cités. Il parle des signataires de 2 mouvements. Il parle uniquement des signataires des 2 mouvements. Il en appelle à la vigilance des gouverneurs. Il ne généralise pas. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas affiliés dans ces mouvements-là, vous comprenez? Et donc, eux, ils doivent être effectivement écoutés. Il a d'ailleurs rappelé dans son communiqué. Il faut écouter et apporter des réponses parce que la nature veut qu'une personne qui se déplace, qui va travailler, qui donne de sa force de travail, de son énergie, doit être payée. Pour enseigner, il faut qu'on leur donne les raisons d'enseigner. C'est un métier de vocation. Que ce soit qu'on soit président de la République, qu'on soit pape, qu'on soit cardinal, qu'on soit journaliste, on est tous passés dans les mains de ces gens-là. Donc c'est un métier de la sociale de première importance. L'éducation est importante. C'est Mandela qui parlait de vision et de la pratique, mais il a aussi parlé d'éducation, qui est la première arme pour un pays. Comprenez? Un militaire qui n'est pas éduqué, un journaliste qui n'est pas éduqué, un enseignant qui n'est pas éduqué. Mais on va où? Donc il faut les payer, mais stop aussi aux manipulations politiciennes derrière. Parce que c'est déjà arrivé, même dans ce pays. Faire attention. D'accord. Je vais vous emmener dans un autre département ministériel, c'est bien celui du commerce, où le ministre camerounais du commerce, Luc Magloire Mbaga Tangna, a donc interdit la hausse du prix des boissons envisagée par le syndicat national des débits de boissons et de bars du Cameroun. Dans sa réponse du 12 mai dernier à la note d'information du syndicat, Monsieur le ministre invoque entre autres motifs la confusion des procédures et le défaut de qualité en matière de modification des prix. Je vous invite à regarder les détails dans ce reportage que signe Serge Bertrand ici. Le ministre Luc Magloire Mbaga Tangana dans sa note est clair. La bière, au même titre que les eaux minérales et les boissons hygiéniques, sont soumises à la procédure d'homologation préalable des prix conformément à la réglementation en vigueur. De même, les seules catégories habilitées à solliciter cette homologation sont les producteurs, les importateurs et non pas le syndicat. Ainsi, les tenanciers de bars et débits de boissons, en fixant de manière unilatérale une nouvelle grille tarifaire, se mettent en marge de la réglementation par confusion de procédures et défaut de qualité, précise-t-il. Même si le syndicat se fonde sur la raréfaction des produits brassicoles pour justifier la hausse des prix, le ministre s'y oppose formellement et précise que leurs revendications seront portées à l'attention de l'Association des producteurs de boissons alcoolisées afin que des solutions soient trouvées au plus vite. Mais en attendant, aucune augmentation des prix ne se fera le 1er juin 2022 tel qu'envisagé par le syndicat. Une décision du ministre du Commerce qui s'est avérée être salutaire pour plusieurs civils qui ont d'ailleurs manifesté leur mécontentement face à cette note du Sindebarcam qui prévoyait une hausse sur les prix des produits brassicoles. C'est donc une bonne réaction. Hein. Je vous dis que nous, on a l'occasion d'aller devant tout type de population et c'est une bonne nouvelle. C'est un bon communiqué pour l'opinion. Oui, j'ai l'habitude de réagir de manière objective et froide dans mes activités et mon raisonnement politique. Il ne s'agit pas de dire bon ou mauvais parce qu'on est dans l'émotion. Alors, quand on analyse ce communiqué, le ministre rappelle ceci. Ce n'est pas à vous d'abord de saisir l'administration. Il pense qu'il y a les producteurs brassicoles, qu'il y a des distributeurs qui sont habilités à saisir l'administration concernée, c'est-à-dire le ministère de marché et des prix. Maintenant, je n'ai pas vu par ailleurs la réaction ni des distributeurs de bière, ni d'entreprises brassicoles. Je n'ai pas entendu. Ce mutisme, qu'est-ce qu'il... Ça prête un peu à confusion.
prête en confusion. C'est un peu bizarre. Ils évoquent la guerre Ukraine, machin. Je veux bien, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, il faut comprendre que nous sommes dans un pays qui a aussi, et là c'est une opinion politique, la capacité de produire des bières locales. Peut-être que si on invoque des produits de provenance étrangère, ça pourrait aussi peut-être à la limite nous amener à penser qu'on peut produire localement notre bière. On a vu un Kadji qui a produit d'autres producteurs camerounais qu'il faut faire des bières sans intrants parce qu'ils évoquent les intrants qui sont importés. Donc si on évite des intrants, parce qu'on aurait des producteurs locaux, effectivement, il n'y aurait pas un problème de prix. Donc je crois que ces syndicats, un, on leur rappelle que ce n'est pas leur rôle de le faire, de deux, qu'il y a un principe, une procédure d'homologation des prix. Ils ne l'ont pas respecté. Donc ils sont totalement hors sujet. Alors, bien sûr, la guerre Ukraine-Russie a bon dos. Chacun en profite, effectivement, pour dire tout et n'importe quoi. Ça, c'est clair qu'à ce niveau-là, les victimes seront des consommateurs. C'est vrai. Parce que débourser pour les fêtes des anniversaires, je ne sais pas de quoi, acheter un casier à 14 000 francs, ça devient un peu inquiétant vu le pouvoir d'achat des gens dans ce pays. Maintenant, je pense qu'il y a un aspect politique parce qu'en vérité, les Camerounais, évidemment, comme le disait Charles Atebayene, consomment environ 6 millions, je ne sais pas, d'hectolitres de bière par an, ce qui arrange bien, dit-on, le gouvernement, parce qu'évidemment, quand on est noyé dans la bière, on n'a pas le temps de réfléchir. On perd un peu l'esprit. Donc le gouvernement n'aurait pas intérêt à ce que les prix augmentent. Soit le site, les Camerounais soit le site. Ça, c'est Ben, écoutez, moi je suis l'opinion, vous parlez d'opinion, moi je suis l'écoute des gens. Donc c'est aussi un aspect politique qui est tout à fait aussi analysable, si j'ose dire. Mais pour revenir à la sortie des syndicalistes, je crois que leurs arguments me semblent vraiment pas tout à fait convaincants. D'abord parce qu'il y a une législation, on a légiféré à ce sujet-là, ils doivent s'y conformer, comme dans tous les secteurs. Et alors moi je pensais qu'il y avait une pénurie, ça veut dire simplement qu'ils veulent un peu plus d'argent, ces gens-là. Bon, c'est pas méchant de vouloir gagner un peu plus d'argent, mais pas sur le dos des consommateurs quand même, vous comprenez? Donc il faut quand même que les choses soient claires, conformez-vous à la législation en vigueur, comme a dit le ministre, il a cité des textes. Maintenant, si un syndicat veut avoir des textes à l'appui de ce que dit le ministre, ils peuvent le réclamer aussi. Et puis continuer leur action, peut-être saisir les producteurs qui, à leur tour, saisiront la tutelle. Parce qu'en vérité, je ne comprends pas le mutisme des brasseries, des entreprises brassicoles, ni des distributeurs. Quand même assez bizarre, quand même. Hein. Il faut quand même le reconnaître. Donc, il faut qu'ils se mettent d'accord déjà. Et dans ce cas-là, on pourra adhérer peut-être à leurs revendications. Mais pour l'heure, il y a trop d'ambiguïté. Et la sortie du ministre, en tout cas, arrange beaucoup de gens parce que nous sommes de grands buveurs. Et puis, évidemment, si la bière est à 600 ou à 700 francs, on verrait mal la bière monter à 800 francs. Donc, il faut faire quasiment comme dans les snacks. Je ne suis pas un grand fréquentateur des snacks, mais quand même, je pense que tout le monde peut observer que 800 francs, si ça passe à 800 francs, ça se rapproche insidieusement des prix pratiqués par les snacks. Donc, je pense qu'on n'a pas les poches pour cela, en tout cas la majorité des Camerounais, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc vraiment, alors ce qui est vrai pour l'alcool peut aussi être vrai pour les denrées alimentaires aussi. Bien sûr, et j'allais d'ailleurs faire la transition avec les denrées alimentaires. Pour les denrées alimentaires, on réagit pour l'alcool. Pour l'alcool. Et d'où ma deuxième. On s'interroge. Le deuxième volet de ma réaction, est-ce que le gouvernement aurait intérêt à ce que les prix de l'alcool restent bas? Aussi, pour des raisons que vous imaginez. Parce que pour les prix des denrées, j'ai appris que le kilo de maquereau est passé, je crois, à 1500 francs ou à 2000 francs. Et puis, pour le plantain, la banane, le poivre, tout ça, ça a pris de l'ampleur. Et le panier de la ménagère est quand même assez touché, comprenez? Et c'est quand même assez grave parce que je dis que les vivres sont plus indispensables que l'alcool. L'alcool n'est pas du tout indispensable, vous comprenez? Et donc, il fallait plutôt stabiliser les prix au niveau des denrées alimentaires. L'alcool, pour moi, je veux dire, on s'en fiche pas, mais ce n'est pas si important que ça. Vous comprenez? Il faut, les gens ont envie de manger tous les jours parce que les parents doivent rationner et puis les prix flambent tous les jours. On n'a pas un salaire conséquent, les revenus ne suivent pas. Donc il faut déjà au niveau, on a vu la baguette de pain qui est passée à 150 francs, c'est là qu'il faut agir prioritairement.
prioritairement sur les aliments, sur ce que nos femmes, nos sœurs vont acheter tous les jours. L'alcool, c'est un luxe, pour moi, c'est un luxe, vous comprenez? Mais manger, ce n'est pas un luxe. Donc il est important qu'on s'ajuste d'abord sur le prix des denrées alimentaires. C'est prioritaire. Maintenant, il est évident que pour des raisons de business, les syndicats défendent leurs adhérents, les barmen. Les barmen, évidemment, je pense qu'ils veulent aussi gagner leur pain. C'est tout à fait normal aussi, je peux les comprendre. Mais pas au détriment de ceux qui consomment, parce qu'on est tous dans le même sac, voyez-vous. Aussi bien les barmen que les consommateurs. D'accord. Nous sommes pratiquement au terme, mais on va rapidement, marquer notre deuxième arrêt pour cette édition. Et ce sera du côté du Mali. On devrait avoir normalement notre ami de ce côté-là, Abdrahmane Kouyaté, mais la connexion nous joue un peu quelques tours. Et donc, on va parler de cette actualité au Mali avec le ministre français des Affaires étrangères, Yves Le Drian, qui a donc été convoqué par la justice malienne dans le cadre d'une enquête portant sur une atteinte aux biens publics et autres infractions remontant à 2015. Il a donc été convoqué, ainsi que son fils Thomas Le Drian, dans un contexte de relations très tendues entre Bamako et Paris, des relations qui continuent donc de se dégrader avec cette nouvelle convocation, bon, pas nouvelle, avec cette convocation du ministre français des Affaires étrangères. Oui, qui continue de se dégrader, Dieu merci. Il faut que Dieu merci. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait une rupture totale. J'assume mes convictions avec cette ancienne puissance coloniale. Depuis près de 100 ans que la France est au Mali, elle n'a apporté que désastre et désolation. Donc quand un partenaire vous apporte autant d'humiliation, il faut rompre. Et rompre radicalement et définitivement. On a cru devoir comprendre à l'époque en 2012 ou en 2014, quand M. Hollande envoyé la force Barkhane au Mali, qu'il venait pour sauver le Mali, entre guillemets, de cette montée djihadiste. On s'est rendu compte que les accords d'Alger, qui avaient été signés pour justement apporter la cohésion et la paix, le cessez-le-feu, s'est transformé en guerre fratricide et tribale entre les Soninké et les Peuls, les Mandingues et les Peuls, etc. dont la force Barkhane n'a rien apporté, bien au contraire. Elle a encore davantage enlisé le Mali. Et par ailleurs, je dois vous rappeler que le Mali, c'est quand même le 3e producteur d'or en Afrique, notamment dans le Nord Kidal. Au Nord Kidal, il y a des réserves assez importantes d'or. Et c'est là que sont stationnés précisément, comme par hasard, la force Barkhane. Donc, la France, plutôt que de lutter contre les djihadistes, terroristes, les a plutôt alimentés en armes. Ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires. Et Dieu merci, le Mali a eu la présence d'esprit de changer le partenariat avec la Russie. On accuse d'envoyer des mercenaires, la milice privée Wagner. J'ai dit, c'est bien. Alors, le Mali a le droit de choisir ses partenaires, même si c'est une milice privée. L'essentiel, c'est de retrouver la paix et de chasser les voleurs. La France, c'est des voleurs et des pilleurs. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça n'étonne personne. Mais il fallait qu'un pays d'Afrique, au moins, prenne la mesure des choses et prenne des actes forts. Aujourd'hui, le Mali a chassé l'ambassadeur de France à Bamako. C'est une bonne chose. Le Mali a mis M. Le Drian et son fils Thomas sur la sellette en les convoquant pour les crimes et détournements de biens publics au Mali. Donc il s'agit donc d'une responsabilité du tribunal malien, du TGI malien. C'est une bonne chose. Ce sont des signes qui démontrent que ces autorités, que les autres qualifient de juntes, a pris le taureau par les cornes. Et je suis très content parce qu'il faudrait que ça fasse tache d'huile dans tous les pays d'Afrique. La France n'est pas là pour nos beaux yeux, on le sait depuis longtemps, mais on n'agit pas. Vous comprenez? Donc je me réjouis que le Mali ait pris ces décisions. Et aujourd'hui, on voit bien que l'armée malienne, les FAMA, forces armées maliennes, montent en puissance. Aujourd'hui, tous les territoires jadis occupés par les djihadistes sont recouvrés. Ce qui est vrai pour le Mali, mais également pour la Centrafrique. Donc on ne peut qu'en tant qu'Africain, en tout cas je ne suis pas africaniste, s'en réjouir. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je pense que tous les pays africains, du moins d'Afrique francophone, doivent en prendre de la graine. Doivent copier l'exemple du Mali. Absolument. Et de faire partir la France, n'est-ce pas? D'ailleurs, je remercie le président Paul Biya pour les accords de coopération uniques qu'il n'a pas renouvelés.
voyez? Donc, dans son genre, le président Biya est panafricaniste. Dans son genre. Oui, mais il faut le dire, il faut le dire. Parce que les accords de coopération, c'était des accords extrêmement paternalistes et en tout cas néfastes pour la société camerounaise. Comprenez? Il l'a fait. Aujourd'hui, le 12 avril dernier, M. Betty Assom est allé à Moscou signer des accords de défense militaire avec la Russie sur une période de 5 ans. C'est une excellente nouvelle dont la France n'a plus à supputer ou à épandre ses tentacules comme elle le faisait à l'époque. Qu'on mette la France à l'écart, il n'y a pas de souci. Mais qu'on aille sur la Russie, qu'on mette la France à l'écart, ok. Mais qu'on aille sur la Russie, il n'y a pas de problème. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Pourquoi. Très rapidement, parce que la réalisation me met déjà une grosse pression. La Russie n'a pas de velléité colonialiste. C'est des rapports gagnant-gagnant. Les contrats sont limités. D'abord, 5 ans, renouvelables selon le désir de chacun. Il faut simplement le notifier 6 mois avant le terme du contrat. Quand même très respectueux des gens. Et ce contrat permet, l'accord militaire, donne la possibilité au Cameroun de nouer d'autres accords avec qui il veut. Avec qui il veut. D'ailleurs, le Cameroun a des accords militaires avec Israël, avec même la Chine et avec l'Allemagne. Et donc, c'est un contrat qui respecte notre souveraineté. Et d'ailleurs, l'article 1 de ces accords militaires le disent très clairement, dans le respect du principe de non-ingérence et de souveraineté. Alors que la France, dans ses accords de coopération en tout cas, venait pour asservir. Je suis le père, vous êtes, je suis la mère patrie. Ça, c'est inadmissible. Sur le plan moral, c'est inadmissible. D'accord. On va vous remercier, Célestin N'Djamène, d'avoir été sur le plateau du Grand 7. Je le rappelle, Célestin N'Djamène est homme politique au Cameroun et il est par ailleurs président national du parti politique à part. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est réciproque, Mme Ndongo, et c'est un plaisir d'être dans votre plateau. C'est la première fois que je viens pour un dimanche et j'admire beaucoup votre sourire et votre manière de présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en espérant vous retrouver très prochainement sur nos différentes antennes. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été à l'écoute de cette autre sortie. On va remercier toute l'équipe technique derrière qui fait un travail fou pour vous livrer ce que vous avez à la télévision chaque jour. Et je vous donne rendez-vous certainement dimanche prochain pour une toute nouvelle sortie du Grand 7. En attendant, nos programmes se poursuivent sur Dash TV News. Allez, à bientôt.